Bonjour à toutes et à tous. C'est bon l'audio, ça marche bien là? Oui, ça marche. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, une petite série sur les circuits électriques. Je sais que vous êtes passé un peu rapidement là-dessus dans le cours. Et c'est pas facile toujours, donc on va commencer par revoir les formules si vous voulez. Là, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est la première dia qui s'affiche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces formules? Euh, Non? je- Ouais. le- Au niveau du condensateur et des charges, peut-être, Ah, ok. Ouais. je sais pas si on peut revenir très vite dessus. Ouais. Alors, au niveau du condensateur, en gros, tu sais que l'idée, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le condensateur, il ne suit pas comment dire, il suit pas une cinétique linéaire, il suit une cinétique exponentielle, d'accord? Donc ça veut dire que bah, pour se charger, bah, ça va se charger comme ça et pas linéairement. Et puis inversement, pour se décharger, ça va se décharger comme ça. Ok. Donc alors ça, cette courbe-là, tu sais que cette courbe-là, en gros, tu pars de ton. Ça peut être. Alors, de toute façon, hein, pour le condensateur, un truc à retenir, c'est que qu'on parle de la charge Q ou du ou de la différence de potentiel delta V, les deux sont proportionnels, hein. Donc, on peut très bien représenter l'un ou l'autre en ordonnée, vu que Q égale C U, enfin, U étant en fait la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Donc, ici, en ordonnée, je peux représenter Q ou delta V, peu importe. Euh, et pareil, si jamais j'ai une décharge, Q ou delta V, en fonction du temps. Donc, quand vous avez des courbes comme ça, que ce soit en... Ça, on les voit dans tous les cours en médecine, que ce soit un condensateur, une pharmaco, la cinétique exponentielle, on les voit vraiment souvent. Quand c'est une décharge, ici, vous commencez par mettre la charge initiale ou alors le delta V initial et vous le multipliez par exponentielle moins t sur taux, hein. La preuve, quand t vaut 0, exponentielle 0 vaut 1 et vous avez bien votre Q0 ou votre delta V0. Et puis après, au bout d'un instant taux, vous aurez Q0 exponentielle moins taux sur taux exponentielle moins 1. Si vous faites exponentielle moins 1, bah, ça fait normalement 1 sur 3, bah, ça fait à peu près 37%. Donc il ne vous reste plus que 37% ou quelque chose comme ça. Bon, bref, l'idée, c'est qu'en gros, au bout de taux, de 5 taux, etc., vous pouvez regarder en faisant la calculatrice exponentielle moins 1, exponentielle moins 5, et vous voyez combien de charges il vous restera, par exemple, au bout de taux. J'ai plus retenu par cœur, moi, si c'était. Je crois qu'il y en a qui retiennent par cœur le coût des 67% ou quelque chose comme ça. Moi, en général, je refais la calculatrice exponentielle moins 1. Parce que parfois, on vous demandera au bout de 2 taux. Bah, au bout de 2 taux, j'ai exponentielle moins 2 fois ça. Voilà, ça, c'est pour une décharge. Et pour une charge, alors, pour une charge, en gros, c'est quasiment pareil. Ah, bah voilà, en plus, on vous les donne, les formules, hein, elles sont là. Et là. Pour une décharge, vous voyez, c'est quasiment pareil, sauf qu'en fait, c'est 1 moins. Pourquoi c'est 1 moins? Parce que, en gros, l'idée, c'est que exponentielle moins t sur taux, on a vu que c'était une fonction qui était décroissante. Donc, si je fais moins exponentielle moins t sur taux, ça va être une fonction croissante. Et je rajoute un 1 ici, parce que pour que à t égale 0, j'ai bien une tension nulle, hein, c'est le cas ici, bah, ça fait 1 moins exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc le 1 me permet de partir du 0, parce que sinon, ça ne jouerait pas, quoi. Sinon, en gros, on aurait une courbe comme ça, et en rajoutant 1, ça nous permet de la décaler et de partir de 0, quoi. Bon, c'est ça l'idée. Je ne sais pas si c'était là-dessus que tu avais une question, non? Je ne sais pas si ça répond un peu.
Oui, oui, c'était bon, c'était pour décortiquer. Et puis peut-être juste, si c'est possible, de réexpliquer vite fait aussi un peu la définition du condensateur. La quoi? Revenir La vite fait définition? sur la notion. Attends, j'ai pas entendu. La quoi? Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'était juste, parce que moi j'ai de la peine à assimiler le concept, c'était juste une charge positive qui est stockée en fait. Ouais, alors une positive et une négative, mais en gros l'idée c'est que imagine que tu vas prendre alors pour pas confondre les deux, parce que c'est vrai qu'on peut confondre souvent comment c'est représenté sur les schémas. Si tu prends une source de 3 volts et que tu mets un condensateur, euh, en gros tu vas pouvoir le charger. Ok. Après, imagine que tu enlèves cette source de 3 volts et que tu mets par exemple tu branches quelque chose à ce condensateur. En fait, le condensateur, il faut l'interpréter comme une source de courant transitoire, à durée de vie limitée, si tu veux. Tu vois. Alors que ta source de tension, elle est à durée de vie illimitée. Tu vois, si tu branches une ampoule sur une source de 3 volts, elle va briller continuellement. Tu vois. Alors que si tu branches ton ampoule, pas une source de 3 volts, celle-ci, mais un condensateur que tu as préalablement chargé avec une source de tension, eh bien, tu vas pouvoir faire circuler un courant là-dedans, mais que pendant une certaine durée hein, qui était donnée par taux égale RC. D'accord. Parce qu'en fait, les charges qui sont accumulées sur le condensateur elles vont bien sûr, si tu veux, si tu as, des charges plus, moins, bah, les électrons, ils vont aller par là. Hein, donc, tu vas pouvoir faire circuler des charges, tu vas créer un courant. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand toutes ces charges seront équilibrées et qu'il n'y aura plus de différence de charge entre les deux plaques, bah, le courant va s'arrêter. Donc, c'est un peu comme une source de tension dans la mesure où ça peut créer un courant. Mais la différence, c'est que c'est temporaire. Une pile n'est pas un condensateur. Une pile n'est pas un condensateur. La seule. Alors, souvent, attention, les piles, parfois, dans les schémas, on les représente. Là, j'ai mis 3 volts pour que ce soit clair, mais parfois, on les représente comme ça. Hein. Donc, faut faire attention. Hein. Ça, c'est pas un condensateur, c'est une pile. La pile, elle a une différence de potentiel delta V qui est fixe. Hein. Une pile, si c'est une pile de 3 volts, tu auras toujours 3 volts. Hein. Alors que le condensateur, son delta V, il est proportionnel à sa charge. Et puis, s'il y a un courant, bah, les charges, elles changent. Donc, en fait, le delta V du condensateur, il diminue à mesure que le courant est débité. Vous voyez la différence? Parce qu'une pile, au bout d'un moment, elle est plus utilisable, non? Parce Oui, c'est transitoire un peu, en quelque sorte. oui, bien vu, bien vu. Alors, effectivement, une pile, on pourrait dire que au bout d'un moment, elle est plus utilisable. Euh, alors après, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est des piles chimiques, hein, mais en fait, dans l'idée, effectivement, c'est que quelque part, c'est transitoire aussi. Quand je parlais d'une source de courant, bon, j'ai dit une pile pour faire simple, mais je pensais plutôt à la prise électrique du mur. Ouais. J'ai juste une question par rapport à la formule que tu as montrée avant. Est-ce que tu pourrais juste montrer comment on fait pour, par exemple, isoler le T? Ah ouais, ok. C'est un exponentiel, en fait. Ouais. Euh, ok. Donc si par exemple la question c'est au bout de combien de temps il me reste 10% de charge. Ouais. Hmm. Bah, en gros, imagine que la question, imagine une question d'examen soit au bout de combien de temps on a un condensateur initialement chargé, comme ça, qui se décharge. Et je veux savoir au bout de combien de temps je suis à 10% de ma charge initiale ici. Voilà. Alors, tu as Q0, pardon, tu as, donc on parle de Q, de delta V, vous avez bien compris que c'était la même chose, mais Q de T égale Q0 exponentielle moins T sur taux. Donc là, tu veux isoler, T sur taux. Tu veux isoler T sur taux, donc tu commences par faire Q de T sur Q0. Ça, c'est égal à exponentielle moins T sur taux. D'accord?
Ensuite, tu appliques la fonction logarithme à chaque côté du signe égal. Du coup, tu as ln de q de t sur q0 qui est égal à... Alors, le ln annihile le e en quelque sorte. Du coup, il te reste que moins t sur tau. Moins t sur tau, voilà. Et du coup, tu as t qui est égal à moins tau ln de q de t sur q0. Voilà. Donc en fait, t, ça va être égal à moins tau fois le ln de q de t sur q0. On a dit que c'est quand q de t vaut 10% de q0. Donc en fait, q de t sur q0, c'est 10%. Hein. Donc là, je fais ln de 0,1. Voilà. Alors, voilà, donc ça, tu fais moins tau ln de 0,1. Ça, c'est important. Je pense qu'on peut le... Une question qui peut tomber dans plusieurs matières, ça. Merci. Du coup, c'est un temps qui est de quel signe, ça, Laura? Négatif, mais c'est pas possible. Ouais. Est-ce que c'est négatif comme temps, ça? T'es sûr? Moi, s'il y a le moins devant. Ouais, mais ln de 0,1, c'est quel signe? Ah, je sais pas ça. Genre, Ouais. ça la calculer. En gros, si tu veux, le ln, au-dessus de 1, il est positif. En dessous de 1, il est négatif. Le ln d'un chiffre qui est plus petit que 1 sera négatif. Donc, moins par moins, ça serait plus. Donc, c'est un temps qui est positif. T'as dit ln plus petit que 1, c'est négatif? Alors, ce qu'il y a dans le ln, ln de quelque chose, si ce quelque chose est plus petit que 1, alors c'est négatif. Ln de quelque chose avec quelque chose qui est plus grand que 1, alors c'est positif. Ok, merci. Autre question avant qu'on avance? Est-ce que... Attends. Mina Khalil qui demande est-ce que je suis bien dans le groupe R? Oui, c'est bien le groupe R. Pourquoi? Tu avais un doute sur le... Bon, ok. Oui, oui, c'est bien le groupe R. Hein. Ah oui, parce qu'il n'y avait que 2 personnes inscrites. Oui, oui, effectivement. Non, c'est bien le groupe R, mais c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu s'inscrire et qui ont utilisé le lien de la dernière fois. Mais c'est bien le groupe R. Ok. Donc, on continue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Je vais essayer de vous faire poser un maximum de questions là aujourd'hui. Est-ce que, non, déjà, première question, est-ce que vous les avez fait ou les exercices avant ou vous voulez qu'on les fasse ensemble? Moi, j'ai pas trop eu le temps de faire. Vous n'avez pas trop fait, d'accord. Oui, j'ai fait. Ok. Bon, bah, ceux qui ont fait, n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que on va peut-être faire ça comme ça. Ceux qui ont fait et qui ont des questions précises, amenez-moi sur les exos et les questions précises que vous avez. Et puis après, dans le temps qui restera, je déroulerai un peu les exercices avec ceux qui n'ont pas eu le temps de les faire. Moi, j'avais une question. Donc, moi, j'ai fait l'exercice. Ouais. C'était juste une question de précision, en fait, si c'est possible de réexpliquer la réponse D. Ouais. Pourquoi la résistance, elle n'est pas modifiée, en fait? Alors, si tu veux, la résistance, ça c'est important, ça revient souvent hein, dans les questions. R et C, c'est des propriétés qui sont intrinsèques du matériau. Hein. C'est-à-dire que ta résistance, à moins que tu commences à la... Enfin, si tu veux, c'est comme si tu dis que ton studio, il fait 40 mètres carrés et du jour au lendemain, il passe à 70 mètres carrés. C'est pas possible. C'est une propriété qui est intrinsèque au matériau, donc il va pas modifier. Il va pas être modifié. Par contre, ta loi d'Ohm qui dit que U égale RI, ou que Q égale CU pour un condensateur, bah, elle dicte comment varie I en fonction de U. Donc, à résistance fixe, hein, si tu augmentes la tension U, tu vas augmenter l'intensité I qui va passer à travers la résistance. Mais ta résistance ne va pas changer. OK?
Ouais, ok. Et pareil pour le condensateur. La capacité du condensateur, epsilon 0 L sur S. Non, je me trompe, S sur L. Bref, vous avez une formule. Et, et puis du coup, c'est fixe. Donc si j'augmente la charge du condensateur, à ce moment-là, je vais augmenter la tension U aux bornes du condensateur. Pareil. Donc C et R sont des constantes qui dépendent de la géométrie du corps. Et U et I, ensuite, en gros, sont proportionnels via ce coefficient de proportionnalité qui est la résistance pour une résistance ou la capacité pour le condensateur. Donc la résistance, elle sera toujours fixe en fait. Oui, enfin, elle est toujours fixe, enfin, on pourrait imaginer quoi? Par exemple, tu as vu, à la fin, il y avait un exercice sur un axone. Ah, je l'ai pas fait. Ouais, il était compliqué celui-là, hein, mais bon, imagine que tu as une certaine résistance ici, et puis que d'un coup, ton axone, je sais pas, ton cytoplasme, il se met à exprimer une protéine particulièrement conductrice, j'en sais rien. Bah oui, à ce moment-là, la résistivité, donc la résistance pourrait varier, mais en soi, enfin, les résistantes, je sais pas si tu as déjà vu à quoi ça ressemble en démontant un appareil électrique, mais ça ressemble à ça, une résistance, c'est fixe, quoi. Tu vas pas pouvoir la changer comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Mm. Donc retenez bien ça, hein, les résistances et les capacités sont des propriétés intrinsèques des composants. Et après, c'est à la tension ou l'intensité de s'adapter. Ok. Donc pour avoir le courant I, hein, du coup, vous avez votre bonne vieille loi d'Ohm, U égale RI. Donc l'intensité, ça va être U sur R. Donc là, ça va être, on vous dit que c'est 12 volts sur 4. Et du coup, ça va être 3 ampères et pas 48 ampères. Donc celle-ci, elle est fausse. Donc la puissance, la définition de la puissance, on vous donne quoi là? On vous donne... Ah, on ne vous la donne pas? C'est étonnant. Non, avec I et le voltage, on doit Oui, calculer. ah oui, c'est ça, voilà, elle est là. Pardon. Non, mais je vérifie juste si on vous l'a donné. Donc voilà, donc la formule générale, c'est UI hein, pour la puissance. Après, si vous voulez, donc UI, en gros, vous multipliez la tension U et l'intensité I. Après, c'est à vous de voir si vous voulez remplacer. Alors, en fait, oui, non, vous n'avez pas besoin de remplacer nécessairement par. En fait, vous pouvez utiliser la loi d'Ohm. Par exemple, si vous remplacez U par RI, ça vous fait RI carré. Hein. Et à l'inverse, si vous remplacez I par U sur R, ça vous fait U2 sur R. Donc en fait, en fonction de ce que vous avez dans l'énoncé, vous n'avez besoin que de deux variables pour la calculer. Là, on vous donne U, 12. Vous venez de calculer I qui vaut 3 ampères. Hein, donc là, il se trouve qu'en faisant U fois I, ça allait très bien. 12 fois 3 égale 36, c'est correct. Si on augmente la résistance de l'ampoule, le courant augmente. Ben, c'est l'inverse. Hein. Le courant I, on a dit que c'était U sur R. Donc si R augmente, vu que R est au dénominateur et que U est fixe, hein, on a dit, ça c'est, heureusement je l'ai précisé au début, U est pour une source de tension, hein, U est constant égal à 12 volts. Hein, donc U constant, R augmente, I diminue. Et D, si on utilise un générateur de 24 volts, la résistance totale sera de 8 ohms. Non. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 24 volts? Bah, 24 volts fixe, R fixe. Donc, ce qui va être impacté, c'est l'intensité I qui vaut U sur R. Donc là, ça fera 24 sur 8. Donc, qu'est-ce que je raconte? Ça double. Non, par contre, 24 sur 4. Sur 4. La résistance, elle vaut 4 ohms. Hein. C'est une propriété intrinsèque qui ne varie pas. Oui, non, ça, on vous demandait si c'était 8 ohms. Donc 24 sur 4, ça fait 6 ampères. Donc voilà, l'intensité est doublée. Ouais. Exact. OK. Alors, celui-ci, on vous demandait l'intensité I qui va dans R1. Bon, l'intensité, par convention, on l'a fait sortir du
du plus vers le moins. Donc, je fais la flèche comme ça. Bon, ce n'est pas très important ici, mais voilà. Quelle est l'intensité ici? Alors, ce qui sera intéressant, ce serait de voir, en gros, votre intensité, elle part, hein, comme ça. On la fait aller du plus au moins. Hop, voilà. Ensuite, elle se divise ici et ici, en I2 et I3. Et ensuite, elle se rassemble en I1. Quand on vous demande l'intensité dans la branche principale, parce que là, vous avez une branche principale et ensuite deux branches accessoires ici, hein, on pourrait imaginer que ce soit des vaisseaux aussi avec un débit sanguin, mais c'est pareil, hein, c'est en électricité. Quand vous voulez savoir ce qu'il y a dans la branche principale, le plus rapide, c'est de faire les résistances équivalentes. Donc, vous faites votre schéma équivalent. Donc, vous commencez d'abord par faire ça. Sachant que là, j'ai R1 et là, j'ai R2 en parallèle avec R3, que je calcule par équivalence. Et ensuite, je fais un autre schéma équivalent où je prends juste, là, j'ai R1 en série avec R2 parallèle R3. Okay. Là, toutes les résistances sont de 8 ohms. Donc là, si vous voulez, R2 parallèle R3, je calcule les inverses, parce que vous savez qu'en parallèle, c'est les inverses que je dois sommer. Hein. Donc 1 sur R2 parallèle R3, c'est 1 sur R2 plus 1 sur R3, ça fait 1 sur 8 plus 1 sur 8, ça fait 2 sur 8, ça fait 1 sur 4. Hein. Donc 1 sur R2 parallèle R3, c'est 1 sur 4. Donc R2 parallèle R3, c'est 4 ohms. R1, c'est 8 ohms. Donc, quand vous additionnez, hein, puisque maintenant elles sont en série, j'ai le droit de les additionner, 8 ohms et 4 ohms, j'ai 12 ohms. D'accord. Et vu que j'avais une source de 6 volts, ici, je peux calculer maintenant l'intensité I, qui vaut U sur R, donc qui vaut 6 sur 12 égale 0,5 ampères. Donc, c'est bien la proposition B. Mais comment, en fait, on pouvait savoir que RI, c'était égal à 1, 2, 3? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait, je pensais que c'était R total, en fait, qui faisait 8. Parce que là, en gros, ils disent que c'est R. Ouais. J'ai eu aussi ce souci, mais après j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est que la résistance 1 est égale à la résistance 2, qui est égale à la résistance 3. Ouais. Okay. Ouais, je suis d'accord qu'étant donné que parfois, il utilise cette notation là pour dire R2 parallèle R3, non, ça peut être ambigu. Ouais. En fait, en gros, lui, ce qu'il veut dire là, bon, si c'est qu'une question de notation, hein, c'est pas très grave comme problème, mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que RI égale 8 ohms avec I qui peut prendre 1, voilà. Donc, R1 vaut 8 ohms. C'est une question de notation. Alors après, juste, parfois, vous allez avoir des exos où les résistances sont différentes. Hein, et il va falloir... En fait, ces calculs-là, cette formule-là, n'a d'intérêt que si les résistances sont différentes. Si vous avez des résistances qui sont identiques, je mets deux résistances, retenez ça quand même, c'est important. Si je prends deux résistances identiques, je les mets en parallèle, je mets R en parallèle avec R, bah, la résistance équivalente, c'est R sur 2. Et puis, donc voilà, ça retenez quand même. Donc là, si vous avez 8 ohms, vous les mettez en parallèle, ça vous fait 4 ohms. Hein. La résistance est équivalente et 2 fois plus faible. Donc là, du coup, c'était rapide. Hein. Enfin, ça, normalement, si vous voyez que c'est 8 ohms en parallèle avec 8 ohms, du coup, je divise par 2 la résistance, c'est 4 ohms. En série avec 8 ohms, ça me fait 12 ohms. Ça, c'est un exercice, normalement, ça peut être assez rapidement résolu. Ok. J'ai une question. Ouais, dis-moi. Dans le corrigé, c'est marqué, mais on ne connaît pas pour le moment la tension, alors que c'était 6 la tension, non? Ouais. Ah, alors, ce que tu connais pas... Oui. Alors, attention, ce que tu connais... Oui, tu connais la tension. En gros, tu connais cette tension aux bornes du générateur. Hein. Donc,
je vais la représenter, pour faire plus simple, cette tension, je vais la représenter. Alors, attends, ouais. Je vais la représenter comme ça, tu vois. Tu connais la tension aux bornes du générateur, hein. Ça, c'est 6 volts. Mais tu ne connais pas comment elle se répartit entre ça et ça, tu vois. Donc, si tu veux faire U, si tu veux utiliser U égale RI, c'est juste avec I ton inconnu, R qui vaut 8 ohms, enfin R1. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas U1, tu connais U. Tu vois, tu connais U qui vaut 6 volts. Mais U, c'est égal à U1 plus U2. D'accord? Et tu ne connais pas U1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi on utilise la tension donc 6 pour calculer la résistance à travers R1? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne comprends pas pourquoi on utilise 6 volts Ouais, pour calculer la résistance en R1, alors que c'est pas la même. C'est pas le même. Enfin, je sais pas oui, comment. oui, c'est pas la même. Je vois ce que tu veux dire, mais en gros, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, comment expliquer ça? Car le courant total, c'est celui qui passe en R1. Alors, on peut dire, non, on ne peut pas Oui, alors, dire. si tu veux, en gros, l'intensité dans R1, qui passe à travers la branche R1, vu que c'est la branche principale, tu es d'accord que c'est littéralement le nombre de charges qui va sortir de ton générateur. D'accord? Donc la question, c'est quand on te demande l'intensité qui passe dans R1, c'est finalement quel est le nombre de charges qui sort du générateur. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de se ramener à un schéma équivalent le plus simple possible. Et le schéma équivalent le plus simple possible, pour savoir combien de charges sort du générateur par unité de temps, c'est de faire un schéma avec une seule résistance. Et du coup, je me ramène à une seule résistance. On est d'accord que c'est fictif, cette situation, hein, mais c'est ce qui se passe si tu veux résumer ça à une seule résistance. Et puis du coup, si tu calcules l'intensité ici, c'est bien le nombre de charges qui sort du générateur par unité de temps, donc c'est pareil que I1. Mais tu pourrais, si tu voulais, utiliser cette formule-là, hein. Mais le problème, c'est qu'il faudrait trouver U1. Ok, merci. Euh, au passage, il y en a qui voient combien ça vaut U1 ou pas? Maintenant qu'on a fait ça, en fait, on peut se servir du résultat pour trouver U1 et U2. Mais juste, on ne peut pas faire comme si R2 et R3, ils n'existaient pas et du coup, U1 égale à U, Ah comme si bah. on fermait et qu'on les enlevait. Donc si U1 vaut U, ça veut dire que tu me dis que U2 vaut 0. Ah Donc, ouais, non, c'est pas possible. ouais, c'est pas possible parce qu'il y a une intensité qui passe, hein, donc, Mais du coup, en fait, on doit prendre les deux R, enfin R2 et R3, et les faire ensemble comme si c'était en série. Et après, en série, on doit additionner les U1 et U2. C'est ça ou pas? alors, Oui, l'idée, ceux qui ont fait les répertoires qui étaient dans mon groupe la dernière fois aussi, on l'a vu. Bon, en gros, l'idée, c'est juste de dire si je veux calculer la U1, je dis que c'est R1, je dis que c'est R1 I, et U2, je dis que c'est R2, enfin, j'utilise mes lois d'Ohm, ok? Sachant que I1, on vient de le calculer. c'est 4. Oui, c'est ça, oui, c'est 4. Ouais. On a dit que c'était combien? 4?
Oui, non, c'est... attends. C'est 8 ohms fois l'intensité Oui, c'est totale ça, qui voilà. est 0,5 ampères. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en fait, là, on a directement avec R1 et I1, en fait, on peut trouver. Ok. Donc, du coup, ça nous fait 4. On a 4 volts ici. Voilà. Et du coup, que vaut U2 et que vaut U3? Quelqu'un voit? U2 et U3? Enfin, sachant que 6 volts, c'est 4 plus U2 ou 4 plus U3, hein, c'est pareil. Les deux valent 2 Ouais, volts. c'est 2 volts. Ouais. Voilà. C'est le reste. Ouais. Exactement, c'est le reste. Voilà. Bon, voilà. Là, c'est typiquement, je vous disais, dans beaucoup d'exercices, les résistances sont identiques. Donc, c'est le cas ici. Donc là, ça permet d'aller assez vite. Vous avez retenu que finalement, quand je mets en série, bah, j'augmente la résistance totale puisque je les additionne. Alors que quand je suis en parallèle, je les diminue puisque le courant a beaucoup plus d'options pour arriver du début à la fin. La résistance est diminue. Donc là si je mets 4 résistances en parallèle, j'ai 4 R, hein, j'ai le tout. Là, j'ai 2 R. Là, j'ai R sur 2. Là, j'ai R sur 4. Et là, bah, alors là, on a un mélange de séries et de parallèles. Si vous voulez, là, c'est comme si j'avais 2 R en parallèle avec 2 R, donc 2 R divisé par 2, R. Donc ça, en fait, c'est la même chose, ça, littéralement, que si j'avais juste une résistance. Ça correspond. Juste la A, c'est en parallèle ou en série? Ça c'est en série. Ouais. Mais pourquoi dans le corrigé, c'est marqué en parallèle? Dans le corrigé, il est marqué en parallèle. Moi, j'ai ça, c'est marqué circuit 1, 2 résistances en parallèle. Je pense que si c'est marqué ça, c'est un problème. Hein. Ah oui, Oui, c'est vraiment, c'est justement, faux. ouais, c'est faux. Je me suis dit pourquoi. C'est marqué ça dans le corrigé, vous me confirmez les autres? Oui, oui. Ah ouais. Résistance en parallèle. Et puis pour le B, 2 résistances en série. Il a ouais, une faute de frappe comme ça. Il Ah y oui, a même le E, c'est marqué. Non, pas le E. Ouais, 4 résistances en série. Le E, non, mais ça, Le c'est D. bon. ouais, Le D, c'est bon. 4 résistances en parallèle. ok. Donc il y a le A et le B, il a fait une inversion, c'est ça? Oui. Oui, voilà, le B, ouais. Ah ok, d'accord. Bon, du coup, mais ça, c'était juste dans la correction. Après, pour le schéma, on veut par ordre croissant. Donc, par ordre croissant, on est d'accord qu'on a E supérieur à A, supérieur à C, supérieur à B, supérieur à D. C'est ça, hein? E, A, C, B, D. Donc, c'est ça. Ouais. OK. Donc, vous voyez, tout de suite, si vous avez des résistances qui sont identiques, vous devez dire, voilà, si j'ai 4 résistances en parallèle, bah, j'ai divisé la résistance par 4. Et ça permet d'aller plus vite. Et si on commence à faire 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R égale 4 sur R et je prends l'inverse, je divise par 4, enfin, on perd du temps. Quoi. OK, ok, donc celle-ci. Alors, on commence par vous demander le courant dans la résistance R3. En fait, on commence par vous demander la question la plus dure, si je ne m'abuse. Parce qu'ensuite, bon, celui-là, on va l'appeler I3. Alors, est-ce que vous voyez une différence avec cet exo là? Est-ce que vous voyez la différence entre celui qu'on vient de faire, le 2, et celui-là? Ils sont pas sur la même branche, les résistances? Alors, attends, ce que je vais faire, je vais les mettre les deux en même temps, comme ça on pourra voir la différence.
Ok, donc là j'ai mon générateur. J'ai une résistance en série avec deux autres résistances en parallèle. Là, j'ai mon générateur, j'ai une résistance en série avec deux résistances en parallèle. Donc, il y a une différence ou pas? Bon, la seule différence, c'est Là, qu'après... comme ça, directement, mais maintenant, on voit que Ouais, alors en fait, le sur le courant. principe... Ouais. Maintenant, tu dis, Rita? Dis, parce que voilà, Ok. j'ai vu, mais c'est vrai. Alors, en gros, il n'y a pas de différence conceptuelle, hein. C'est strictement la même chose. C'est juste que dans l'énoncé, on ne vous donne pas forcément les mêmes informations au début. En fait, on vous commence par vous donner d'autres informations et ensuite, vous devez trouver c'est juste le cheminement qui est différent, mais le circuit, conceptuellement, c'est le même, hein. Et là, on vous disait, dans l'exercice 2, c'est le 2, on vous disait, je crois que toutes les résistances étaient égales, donc ça simplifie un petit peu le calcul. D'accord? On pouvait simplifier en disant, ah bah là, R2 parallèle R3, c'est la moitié, parce que voilà, j'ai divisé par de la résistance. Alors qu'ici, pas de bol, c'est pas tout à fait les mêmes, donc il va falloir utiliser les formules. Ok, donc en fait, c'est pour avoir I3. Attends, je regarde juste ce qu'on vous donne parce que je ne fasse pas quelque chose de plus compliqué. Ah ouais, en fait, alors, il y a deux possibilités, hein. Soit vous voyez un peu on va mettre en rouge tout ce qu'on vous demande. Alors, on vous demande I3, on vous demande I1, on vous demande, euh, U1. Et on vous demande U0. Okay. Alors, moi j'ai un peu comment dire, une déformation professionnelle qui fait que j'ai toujours envie de calculer la résistance équivalente. Et en fait, moi, ce que j'allais faire, mon idée initialement pour cet exo, c'était de faire la même chose, de commencer par faire la résistance équivalente, hein, donc c'est-à-dire, tac, en faisant ces deux en parallèle, celui-là, et puis comme ça, j'aurais eu directement l'intensité I1. Et puis ensuite, en retranchant I2, j'aurais obtenu I3, vu que vous savez que l'intensité, elle se divise sans perte. Et voilà, comme ça, j'aurais répondu à celle-ci, enfin à celle-ci, à celle-ci. Après, avec U égale RI, j'aurais obtenu I1. Et puis, bon, là, on peut avoir U2 facilement avec U égale RI, et puis en faisant U1 plus U2, j'aurais pu obtenir celle-ci. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis juste que j'aurais pu obtenir. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas forcément la méthode la plus intuitive. Il y en a qui ont fait comme ça ou pas? Ouais. Alors en fait, la méthode la plus intuitive, c'est dire que I3, avec les données du problème, c'est U3, on va dire. U3 sur R3. D'accord? Sachant que U3, ça je l'appelle U3, et ça je l'appelle U2, sont égales, hein, puisque c'est juste la différence de potentiel entre A et B. D'accord? Donc, Attendez, j'ai pas compris. Vous pouvez réexpliquer? pourquoi U3 et U2 sont Ouais, égales? oui. Ouais, alors en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la différence de potentiel, elle se mesure aux bornes d'un composant. Mais le long d'un fil, il n'y a pas de différence de potentiel, hein. Donc, si tu veux, U3, c'est entre les points, on va dire, C et D. Hein, tu es d'accord? U2, c'est entre les points A et B. Mais A est au même potentiel que C, parce qu'ici, j'ai qu'un fil entre A et C. Et entre B et D, j'ai qu'un fil aussi. Donc, alors, ça, c'est important de bien voir. C'est-à-dire que je vais le redessiner sur ce dessin. C'est que quand tu prends une différence de potentiel, si tu veux, imagine que là, je dis que j'ai 6 volts. Eh bien, vu qu'il n'y a pas de différence le long des fils, entre ce point-là et ce point-là, j'ai aussi 6 volts. D'accord? Oui.
entre ce point-là et ce point-là, 6 volts. 6 volts. Et puis, ça ne dépend pas du chemin que je prends. Donc, si je fais ça, plus ça, c'est pareil, 6 volts. Ou si je prends ça, 6 volts. Tu vois. Donc, il faut voir en gros les égalités de tension. Donc là, tu as ton V0, en fait, j'anticipe un peu sur la suite, mais ton V0, c'est U1 plus U2, par exemple. Ou c'est U1 plus U3. Parce que U2 égale U3. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la différence de potentiel entre A et B, bon, allez, on va dire entre A' et B', hein, mais c'est pareil, si tu veux. J'ai mes deux résistances qui sont en parallèle et j'ai une certaine tension à leur borne. Ensuite, ce qui va changer entre les deux branches, c'est l'intensité. Plus la résistance est faible, c'est-à-dire plutôt au niveau de R2, plus l'intensité va avoir envie de passer parce qu'elle est moins freinée. Tu vois? Ça va, ça? Oui, merci. Donc, je reprends I3, c'est U sur R, avec U3 sur R, mais U3, on a dit que c'est pareil que U2. U2 sur R3. Et puis U2, vous pouvez l'obtenir ici, en fait, en disant que U2, c'est égal à R2I2 sur R3. Et en fait, R2 et I2 étaient des données de l'énoncé. Donc là, ça vous faisait 2 fois 1 sur 4 égale 0,5. Donc là, vous aviez 0,5 ampères, et ça, c'était correct, la réponse A. À partir de là, si je sais que I3, c'est 0,5 et I2, c'est 1, bah forcément, ça résulte d'un courant qui s'est scindé en deux, et celui-là valait la somme des deux, 1,5 ampères. Ça, c'est la loi des mailles. La différence de potentiel R1 au bord de R1, donc U1, est-ce que ça vaut 30 volts? Là, encore une fois, U1, c'est égal à R1 I1, qui vaut 20 fois 1,5 égale 30 volts. Donc c'est correct. Et la tension V0, est-ce qu'elle vaut 32 volts? Alors, on a dit, hein, si je veux cette flèche-là, c'est égal à U1 plus U2, ou U1 plus U3, c'est égal. Alors, U1, c'est 30 volts. Et la question, c'est que vaut U2? Eh ben, on fait toujours pareil. Hein. U2, c'est égal à R2I2. Donc, 2 fois 1 égale 2. Donc, j'ai 30 volts plus 2 volts. Ça fait bien 32 volts. OK? Donc, on n'avait pas besoin de faire des résistances équivalentes avec ce schéma, finalement. Pour info, je crois qu'il est tombé à mon examen, celui-là. Ça me dit quelque chose. Il faut mettre une petite étoile. Ok, et puis si on faisait avec les résistances équivalentes, on aurait dû obtenir la même chose. Ouais, alors en fait, si tu veux, la résistance équivalente, ça te permettait d'avoir directement I1, en fait, la résistance équivalente. Ça te permet d'avoir directement I1 et ça te permet d'avoir directement U aussi, parce qu'en fait, une fois que tu as ta résistance équivalente, si tu veux connaître la tension totale, tu fais ta REC fois ton I1. Merci. Il y a quelqu'un qui demande pour la D, je crois. Ouais, je vais regarder dans le chat, répéter la D. Ouais, bah c'est pareil que tout à l'heure, Mina, c'est quand tu m'as demandé pourquoi la tension 2 est égale à la tension 3. C'est finalement comment on fait pour faire des équations avec les tensions. Hein. Donc, je rappelle un truc. Faut pas confondre les intensités et les tensions. Donc, pour les intensités, ce que vous faites, c'est que vous dites que l'intensité, elle se divise. Donc là, par exemple, I1, I2, I3. Là, vous dites que I1 égale I2 plus I3. Hein, c'est la conservation du flux, en fait. Ça. OK? C'est quand vous avez quand vous avez un croisement, en gros. Maintenant, pas confondre
là, on est d'accord qu'entre ces deux points, j'ai qu'une seule route. Hein. Donc, j'ai qu'une intensité. Hein. Là, on ne parle pas quand j'ai qu'une seule maille. Il n'y a pas question de plusieurs intensités. L'intensité, c'est la même dans toute la maille. Par contre, l'idée, c'est que votre tension, bon, allez, je remets mon intensité, vous avez une certaine tension U totale, qui est égale à U1 plus U2 plus U3. Hein. Avec chaque fois, par exemple, U1, ce serait égal à R1 fois I, U2, ce serait égal à R2 fois I, et U3, ce serait égal à R3 fois I. D'accord? Donc, ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on vous demande, bah là, par exemple, on vous demandait U tot, quelle est la tension totale? Et bien, j'additionne mes petites tensions respectives. Donc là, si tu veux, pour avoir la tension aux bornes du générateur, qui est représentée par cette flèche-là, bah, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, si tu veux, hein, je suis parti dans l'autre sens, j'ai fait ça, différence de potentiel aux bornes d'un fil, elle est nulle. Ensuite, je suis remonté là, ça c'est U2, et ensuite j'ai fait ça c'est U1. Donc c'est pour ça que j'ai écrit que V0 égale U2 plus U1. D'accord? Et puis à chaque fois, U2, ça c'est R2I2, et U1, c'est R1I1. R2I2, c'est 2 fois 1, et R1I1, on a dit que c'était 20 fois I1, on a dit que c'était 1,5. Voilà. Donc 2 plus 30, 32. C'est bon? Ouais, voilà. Ok. Alors, ah bah là, pour le coup, c'est différent. Là, on n'a plus de branches en parallèle. Mais bon, ce sera même plus facile à la limite. Quand c'est en série, les résistances, on aime bien. Alors, V0, on ne vous le donne pas. Par contre, on vous donne I0. Ça, c'est bien. Si on vous donne I0, I0, c'est 0,5 10-3 ampères. Et maintenant, toutes les résistances sont différentes. Alors, si c'était en parallèle, ça m'aurait un peu embêté parce que moi, je suis assez paresseux de nature et du coup, j'aime pas utiliser les formules des parallèles, c'est un peu long. Mais là, je suis rassuré parce que vous voyez qu'elles sont en série. Hein. Donc, quand elles sont en série, vous savez que votre résistance équivalente, ce sera juste l'addition de tout ça. Hein. Donc là, 160 plus 8, ça nous fait 240, plus 200, ça nous fait 440 ohms. Pardon, 440 ohms. Juste, Ouais. R1 et R2 sont pas en parallèle avec R3 ou c'est faux? Ah oui, alors effectivement, on pourrait croire ça, mais ah oui, alors comment... Ouais, je me suis dit qu'en fait, le but de l'exercice, c'était de vous piéger là-dessus. Non, pourquoi c'est pas le cas? En fait, Ça suit la même ligne. oui, c'est ça. Enfin, c'est la même ligne. Si tu veux, en gros, l'idée, c'est que tu as trois résistances qui sont comme ça. Hein, tu les mets en série, elles sont sur une même ligne. Et ensuite, tu viens les relier à une source de tension. Hein. En fait, si tu veux, ce schéma, c'est pareil que ça. Regarde, c'est pareil que ça. R1, R2. Ensuite, après R2, j'ai R3 directement. Et ensuite, bah, en fait, je viens juste brancher ça à l'autre bord du générateur. Mais c'est en série. Alors, quel serait le schéma de R3 parallèle R1, R2? Ce serait ça. Ce serait en gros alors, R1, R2 en série, R3 comme ça, et le tout comme ça. Mais si on regarde l'exercice 3, là où il avait fait une faute, pour la B, du coup, c'est en série ou c'est en parallèle? C'est en parallèle, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est le schéma global. C'est-à-dire que là, tu vois, tes deux points, Ah là, ouais, tu auras un générateur comme ça. ok, ouais. Alors que si, je comprends ta question, hein, Mina, c'est-à-dire que là, imagine qu'il n'y avait pas ces deux points ici, que là, tu as un circuit isolé, et que là, je essaie de mettre un générateur de 3 volts. Ah oui, là, c'est en série. Mais
c'est pas ce qu'on montre ici. En gros, ce qu'on montre ici, c'est 2 points, et puis tu mettrais une source de tension comme ça. Hein. Ensuite, le courant se divise parallèle. Voilà. En gros, ce qu'il faut raisonner, c'est comme ça. C'est en gros, si le courant il se divise entre les deux branches, c'est en parallèle. Si il ne se divise pas et il n'a pas le choix, c'est en série. Et là, vous voyez bien que le courant, il n'a aucune option. Hein. Tout ce qui arrive là repart là. Il n'y a pas de branche. C'est même une même maille. Hein. D'accord? Ok, ouais, merci. Et ça, c'est un piège, parce qu'effectivement, en gros, je vais modifier le schéma un peu. Si jamais je vais mettre 2 fils ici, et ici une source de tension de 3 volts, et je remplace ça par un fil, là, tu as raison. Là, les deux sont en parallèle, parce que le courant qui arrive ici, là, pour le coup, il a le choix de se diviser en fait entre ces 2 branches, et puis il se rassemblerait ici, et il ressortirait là. Tu vois? Juste encore, Ouais. si juste avant R3, la ligne se divise en deux et que R3 soit placée sur une des lignes et juste après, elles se unissent à nouveau pour aller sur la pile, Mhm. c'est à nouveau en série ou bien puisqu'il y a... Attends, est-ce que tu veux peut-être annoter le schéma pour me montrer? Je peux annoter comment je peux Alors, annoter. annoter, tu vas dans... tu sais, il y a... alors, attends. Réaction. Tu as ta barre et tu fais plus normalement et tu as annoté. Annoter, ouais. Mais je vois Tu vois pas? démarrer vidéo. Alors répète-moi ta question. Tu vois, quand tu viens de R2 Ouais. et puis tu arrives en bas, juste avant R3. Là? Oui, voilà, juste en bas, avant R3, si là, ta ligne se divise en deux, Là? par exemple, Ouais. puis finit après la résistance R3, finit après, Comme ça? juste comme ça. Ouais. Bah, Est-ce qu'elle serait en parallèle R3 maintenant ou pas? alors, qu'est-ce qui se passerait là? C'est une bonne question. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, le courant, il ne va même pas passer par R3 puisqu'il n'y a pas de Exactement. résistance. Ah, voilà. Donc, ça va être 100% par le fil et 0% du courant par R3. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle court-circuité R3. Donc, R3 ne sert plus à rien. Ah, R3 ne ok. sert plus à rien. Et en fait, vous vous retrouvez avec juste R1 en série avec R2. Ok, merci. Désolée. Bonne question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, euh, en gros, ce qui se passe avec le schéma que propose Rita, c'est pas l'exercice, hein, mais c'est une question en plus. Si maintenant je mets un fil ici, représenté par ce fil rouge, on est d'accord que maintenant, là j'ai ma maille principale, et puis ici maintenant le courant va se diviser entre un courant qu'on va appeler I4 et puis I3. D'accord? La question c'est comment, on a dit que le courant il va toujours là où la résistance est la plus faible. Alors évidemment, si on a 2 résistances non nulles, on aura toujours un courant dans l'un, un courant dans l'autre. Mais là, c'est quand même un cas particulier. Pardon. Voilà, tu as trouvé comment annoter au moins. Et bon, là, en l'occurrence, on n'a pas de résistance. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas de résistance, j'ai un fil, la tension aux bornes d'un fil est nulle. Hein, juste. Si la tension aux bornes d'un fil est nulle, vu que c'est la même tension ici et ici, c'est-à-dire que la tension aux bornes de R3 est nulle. La seule manière que la tension aux bornes de R3 soit nulle, c'est qu'aucun courant n'aille dans R3. Moralité, tout le courant va dans le fil. Ok. En fait, ça, c'est un court-circuit. Hein. Ça, c'est la raison de beaucoup de pannes dans les appareils électriques, c'est que vous avez 2 fils qui se touchent et que du coup, plus aucun courant ne passe dans ce qui a été court-circuité, hein, parce que le courant, il préfère aller là où il n'y a pas de résistance. Mais du coup, si on a 2 résistances qui sont parallèles et il y en a une qui est plus grande que l'autre, comme on a eu dans d'autres exercices, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de courant à cet endroit-là? Alors non, parce que comme je t'ai dit, Moi, ouais, exactement. En gros, l'idée, c'est que si tu as 2 résistances en parallèle, comme dit Rita, c'est pas qu'il n'y en aura pas, mais c'est qu'il y en aura moins. Ah, là, c'est vu qu'il n'y avait pas de résistance du tout, c'est pour ça qu'elle est à 100%.
Voilà, c'est ça. Alors, comment tu sais les pourcentages? Ouais, si c'est le pourcentage. Alors, tu étais avec moi la semaine dernière ou pas, Laura? Oui, mais je ne me rappelle pas alors, Ok, ce qu'elle a dit. alors regarde, je fais un petit rappel. Là, j'ai I0, I1, I2. Pour savoir quel est le pourcentage de I1 qui va dans la branche 1 et I2 dans la branche 2, je dis que I1, c'est égal à une fraction de mon intensité totale I0. Au dénominateur, je mets R1 plus R2. Je te donne la petite règle, hein. Et puis au numérateur, à ton avis, je mets quoi? Je mets R1 ou je mets R2? Euh, C'était pas l'inverse, R2 du coup. Exact. Et ouais. Parce que comme ça, si R2 est faible, pardon, qu'est-ce que je raconte? Si R1 est faible et que R2 est grande, eh ben, j'aurais bien quelque chose qui est grand, un grand courant qui passe dans la branche 1. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on retrouve. Voilà. Donc, alors en fait, ouais, voilà, c'est ça. Ça donne des pourcentages. Ou après, tu fais fois pour le transformer en pourcentage. Alors après, tu as I1, si tu veux, I1 sur I0, c'est la fraction, hein. Donc I1 sur I0, c'est R2 sur R1 plus R2. Donc si tu veux le pourcentage, tu multiplies ça par 100. Ok. Merci. I1, c'est en fait la fraction de I0. C'est ce que tu veux dire. C'est juste. Alors, en fait, I1. j'exprime I1 en fonction de I0. Donc, si je regarde le rapport I1 sur I0, c'est ça que je calcule, hein, il vaut R2 sur R1 plus R2. Donc, si je veux, donc imagine, bon, allez, on va faire simple, on va dire que R2 égale 1 ohm et R1 égale 10 ohms. Hein. Dans ce cas, le rapport I0, le rapport I1 sur I0, il vaut 1 sur 11. Ok, à 11e, ça fait à peu près 9%. Voilà. Ok. Et alors, Minia demande comment je fais pour I2. Et ben, en fait, pour I2, tu inverses juste les indices. Donc là, tu mets R1 sur R1 plus R2 de I0. Ok. Après ça, c'est juste pour deux résistances en parallèle. Oui, voilà, c'est pour deux résistances en parallèle. Sachant que quand c'est en série, au niveau de l'intensité, comme je le rappelle, il n'y a pas de problème, puisque c'est la même intensité dans toute la branche. Hein. Non, mais je veux dire, s'il y a trois résistances, par exemple, comme ça. Ah oui, oui, oui. Alors il faudrait les transformer deux en une, peut-être. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, attends, il y a quelqu'un qui pose encore une question. Ouais, voilà. Alors oui, comment on ferait s'il y avait trois résistances? Je réfléchis juste un petit peu. Pour utiliser cette règle, je pense qu'il faudrait convertir 2 en 1 et après utiliser... Ouais, on pourrait faire ça, mais il y a peut-être, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être plus simple. Je réfléchirai et puis je vous dirai. Bon, c'est moi ou on n'a toujours pas répondu à l'exercice là? Donc, bon, on va oublier tout ça un petit peu. Je vais juste prendre une nouvelle feuille parce que là, on n'a plus de place pour écrire du coup. Ok, donc là, maintenant, j'espère que vous êtes convaincus qu'en fait, j'ai R1, R2, R3 qui sont en série et du coup, la résistance équivalente vaut la somme des trois qui vaut 440 ohms. Donc voilà pourquoi ça c'était faux. Et je pense que là, il a dû tendre le piège qui fait que pour ceux qui avaient dit que R3 était en parallèle, ça devait vous compter ça comme juste et du coup faux. Ensuite, pour V0, comment je calcule V0? Bah, encore une fois, c'est une question de résistance équivalente. Hein. On a dit que ma résistance équivalente, elle vaut 440 ohms. Mon intensité, elle vaut 0,5 10-3 ampères. Donc U, V0, est égal à R ec fois I.
Voilà, donc ça fait 220 fois 0,5 fois 10 moins... Non, qu'est-ce que je raconte? 440 fois 0,5 fois 10 moins 3. Donc ça fait 220, 10 moins 3. Et ouais, c'était des milliampères là. Hein. Donc ça, c'est faux normalement. Normalement, c'est 220 millivolts. C'est que c'était Kaoum, tu vois. Ah, c'est les 40. Ah, bah du coup, c'est juste ça, ouais, effectivement. Bien vu. Là, c'est des k-ohms. Donc, en fait, c'était une 10 puissance 3 qui vient se compenser avec le 10 moins 3. Et du coup, on a bien 220 volts. C'est juste. Autant pour moi. Désolé. Donc là, comme on a dit, l'intensité est la même dans toute la maille. Hein. Donc, I1, I2, I3, c'est la même. Par contre, U2, U3 et U1 seront différents. Hein. Donc, ça, c'est faux. Et ça, c'est faux, hein, parce que U1, U2 et U3 sont différents. J'arrive toujours pas. Vous m'avez dit, vous m'avez répondu pour V. Enfin, je comprends pas pourquoi la D elle est fausse. Parce que Ouais. vous avez dit n'importe quel chemin qu'on prend, c'est. Oui, alors, en gros, V0 est égal à... La relation, c'est V0 égale V1 plus V2 plus V3. Donc forcément, V0 est plus grand que V1, plus grand que V2 et plus grand que V3. D'accord? Ah oui, 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 ok. Ok. Que vaut V3 là? Bah, on a la résistance, on a le courant, on a qu'à appliquer la loi d'Ohm. Exactement. R3 fois I. Voilà. Et vu que I vaut, on a dit V0 sur R1 plus R2 plus R3, vous voyez que si on veut utiliser notre loi de tout à l'heure, en disant quel pourcentage de tension cette fois, et pas d'intensité, s'applique aux bornes de R3, et bien là c'est R3 sur R1 plus R2 plus R3. Hein, donc, contrairement à notre petite astuce là, ici, où pour l'intensité, il fallait prendre l'autre, hein, I1 était égal à R2 sur R1 plus R2 de l'intensité totale. Quand je regarde la fraction de la tension, par contre, là, je dois prendre la bonne. Hein, V3 sur V0, c'est R3 sur R1 plus R2 plus R3. Autrement dit, si je prends trois résistances identiques, j'aurai un tiers de la tension qui serait sur R3, un tiers sur R2, un tiers sur R1. Okay. Donc maintenant, cet exo sur le condensateur, donc c'est là où ça va répondre un peu à ta question, à quoi ça sert. Bah, finalement, ça sert à faire un peu comme une pile, mais quand on n'a pas besoin, quand on a besoin juste pour une fraction très courte. Par exemple, pour une lampe qui clignote, par exemple. Donc là, on vous donne C, on vous donne R, on vous donne V0, ok. Et on vous dit que le condensateur est chargé à 100%. Non. Ah si. Initialement, le condensateur est chargé à 100% et l'interrupteur en position 1. Ok. On permute ensuite l'interrupteur en position 2. Ok, donc ça marche. Donc en gros, finalement, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un circuit qui est comme ça, avec un condensateur qui est chargé et qui va se décharger dans une résistance. Là, si c'est ouvert, ça ne sert à rien ce truc. Hein. Enfin, ça a probablement servi à charger le condensateur au début, mais l'exercice porte sur la décharge d'un condensateur à travers cette résistance. Donc ça, vous avez les formules. Hein, en gros, on a Q0, on a dit, hein, Q de T, Q de T, et du coup I de T aussi, qui suit cette loi exponentielle, donc Q0 exponentielle moins T sur taux, avec taux qui vaut RC. Donc là,
Ouais. Juste cette formule, elle est où? Parce que je ne l'ai pas trouvée. Alors, cette formule, elle est ici. Ici, tu l'as pour V, et puis la constante de temps du condensateur, elle doit être là aussi. Ouais, voilà, taux égale RC, elle est là. OK? Ok, Alors merci. là c'est vrai que je suis d'accord qu'on parle de la tension, alors que là, la question, c'est la charge. Mais ce qu'il faut avoir toujours en tête, hein, de même que pour la résistance, tu as U égale RI, pour le condensateur, c'est Q égale CU. Donc, U et Q suivent exactement la même loi. Ils sont liés par ce coefficient de proportionnalité C, qui est une constante intrinsèque du condensateur. D'accord? OK? Donc, ce qui s'appliquait à V s'applique aussi à Q, hein, c'est-à-dire qu'on a une décharge, une décroissance exponentielle. Voilà. Donc, taux égale RC, donc 100 fois 10 puissance 3. Pardon. Oui, 100 fois 10 puissance 3, 100 kOhm. Fois C, 16 picofarads, donc fois 16. Alors, les picots, c'est après les nanos, hein, donc ça nous fait du 10-12. Voilà. Du coup, ça nous fait 1600 fois 10 moins 9, c'est-à-dire 1,6 fois 10 moins 6 secondes, donc 1,6 microsecondes. Okay. Donc le temps caractéristique du condensateur, c'est 1,6 microsecondes. Alors on nous demande, au bout de 1,6 microsecondes, c'est-à-dire au bout de taux, est-ce que le condensateur a perdu 37% de sa charge initiale? Bah, je regarde, moi je n'ai pas appris par cœur tout ça, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc Q de T au bout de, enfin Q de taux au bout de taux, ça va être Q0 fois exponentielle moins taux sur taux, c'est-à-dire Q0 fois, j'ai multiplié Q0 par exponentielle moins 1. Alors, exponentielle moins 1, ça vous fait 1 sur... je ne sais pas si quelqu'un a la calculatrice, mais moi, il me semble que ça fait quelque chose genre... 0,37. Voilà. Mais du coup, attention, alors c'est un peu un piège ça, parce que si Q de T, en gros, Q de T, c'est Q0 fois 0,37. Autrement dit, le condensateur n'a plus que 37% de sa charge initiale. Donc, s'il n'en a plus que 37%, c'est qu'il a perdu 63%. Vous voyez le piège? Oui. Pourquoi c'est faux? Donc ça, encore une fois, si on a appris par cœur, on peut se tromper, hein. Enfin, c'est bien hein, si vous avez retenu, mais toujours avoir un esprit critique par rapport à ça. Si on augmente la résistance, le condensateur se déchargera plus vite. Taux vaut RC, donc plus R est grand, plus taux est grand. Donc le temps caractéristique est grand. Le temps caractéristique, si jamais il est plus grand, ça veut dire qu'il va se décharger moins vite. Alors que là, par exemple, ce serait un condensateur qui se décharge très vite. Donc si j'augmente la résistance, il se décharge moins vite. Pour la capacité, si je diminue la capacité, c'est-à-dire si je diminue C, on voit que taux va diminuer. Si taux diminue, le condensateur se décharge plus vite et pas moins vite. Après un temps de 3,2 microsecondes, le condensateur est entièrement déchargé. Au bout d'un temps de 3,2 microsecondes, c'est-à-dire ça correspond à 2 taux, ça, hein, parce que taux c'est 1,6 microsecondes. J'ai Q de T qui vaut Q0 fois exponentielle moins 2 taux sur taux. Donc Q de T qui vaut Q0, exponentielle moins 2. Si vous faites exponentielle moins 2 à la calculatrice,
Je pense que ça va faire à peu près 0,1. Hein. Quelqu'un l'a fait, non? Bon, allez. On va dire que ça vaut à peu près 0,1. Autrement dit, au bout de ces deux taux, ces deux temps caractéristiques, vous n'aurez plus que 10% de la charge initiale dans le condensateur, mais il sera toujours un petit peu chargé encore. Ok? Mais juste, en fait, j'ai pas trop compris par rapport à avant quand tu as écrit exponentielle de -1. Pourquoi tu Ouais. avais fait ça? Et là, Alors, du coup, -2 aussi. ouais. Alors, tu es d'accord avec cette formule, la loi de décroissance Ouais. exponentielle moins t sur t. Là, dans la question, on te demande si au bout de 1,6 microsecondes, qu'est-ce qui se passe? Donc, à t égale 1,6 microsecondes. 1,6 microsecondes, ça correspond. On te demande, pourquoi on te demande 1,6 et pas 1,7, 1,8? Il se trouve que 1,6 microsecondes, ça correspond au temps caractéristique. Ouais. Donc, je remplace t par taux. Ah ouais, ok. Ok. Ok? Ouais, Taux merci. sur taux, ça fait 1. Mhm. Ok, maintenant pour cet exo. Donc, comme je vous disais, on voit que vous avez des résistances identiques. Donc, vous savez que si vous avez des résistances comme ça qui sont... donc là, encore une fois, le courant, il se divise, donc c'est en parallèle. Vous avez 3 résistances identiques en parallèle. Donc, vous divisez votre résistance totale par 3. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est équivalent à une résistance de 1000 ohms en série avec nos 3 condensateurs. Et puis, les condensateurs, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que en série, je dois faire la règle des inverses. Hein. Donc, 1 sur CEC égale 1 sur C plus 1 sur C plus 1 sur C égale 3 sur C. Donc, votre CEC, ça va être égal à C sur 3. Donc, ça, c'est équivalent à ma résistance de 1000 ohms et puis à un condensateur de capacité C sur 3, c'est-à-dire 1000 microfarads. Du coup, quand je fais mon taux égal RC, je me retrouve à faire 1000 ohms, 10 puissance 3 ohms, fois 1000 microfarads. Pardon, je fais n'importe quoi, 10 moins 6. Voilà. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 moins 6, ça fait 1. Une seconde. OK? Donc là, c'était la réponse C. Juste, vous pouvez revenir en arrière. J'avais juste oublié de noter quelque chose sur la... Voilà. Juste 2 secondes. Mais juste par rapport aussi à là, l'exercice 7, le R égale 3000. Moi, je pensais que c'était chaque R cette fois qui est égal à 3000, vu que R égale 3000. Ouais, c'est juste. Chaque R vaut 3000. Bah Mais alors pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que, Ben, en gros, ce que tu veux faire, non, parce que du coup, moi, j'ai fait 1 sur 3000 fois 3 pour faire egg. ouais, c'est ça. Alors, attends, 1 sur 3000. Et après, il faut l'inverser. Oui, c'est ça. En gros, tu as fait 1 sur C'est juste. plus 1 sur Ah 3, ouais. plus 1 sur 3000. Donc au final, ça faisait 1 sur 3000 au carré fois 6. Et après, il fallait inverser. Alors, attends, ça te fait 3 sur 3000. On est d'accord? 1, Ouais. 1 sur REC vaut 1 sur 3000. Mais je ne sais pas pourquoi, là, en général, il y a beaucoup d'étudiants qui oublient de dire que si c'est 1 sur REC qui vaut 3 sur 3000, qui vaut 1 sur 1000, bah, c'est REC qui vaut 1000. Il faut réinverser. Là, ça nous donne 1 sur REC. Et toi, tu cherches REC. Tu vois? Ah bah ouais. Ok. Il ne faut pas oublier de réinverser quand vous avez ce calcul-là. Il y a beaucoup. Mhm.
C'est bon, Minia, pour celui-là? Oui, merci. Ok. Alors ensuite, on a les exos d'approfondissement. Je regarde juste combien de temps il nous reste. Ok. Bon, je pense qu'on va privilégier le 8 et le 9. Donc ici, vous avez une source de tension. Alors, encore une question. Ok. Ouais, donc une source de tension, un condensateur et une résistance. Ouais, alors celui-là, il était assez intéressant comme exo, c'est que donc je regarde juste dans quel état est le condensateur initialement. Voilà, c'est ça, déchargé, hein, c'est important ça. Truc. Donc s'il est déchargé initialement, ça veut dire que Q au début, Q AT égale 0 égale 0. Et vu que Q égale CU, hein, ça veut dire qu'en gros, UC, la tension du condensateur, AT égale 0 égale à 0. Autrement dit, votre source de 24 volts ici, à T égale 0, donc vous savez que 24 volts, ça sera égal à la tension là, plus la tension là, hein, puisque la tension ici, c'est un fil, c'est nul. Donc au tout début, vu que la tension aux bornes du condensateur est nulle, au début, la tension ici, aux bornes de la... Enfin, les 24 volts vont être intégralement transférés aux bornes de la résistance. Ouais, pas de souci si les exercices d'approfondissement, vous préférez pas les faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, au début, moi je l'ai fait parce que au moins ceux qui voudront regarder la séance en rediffusion, au moins s'ils sont intéressés, ils les auront. Mais voilà. Donc là, la tension est intégralement, les 24 volts sont intégralement transférés aux bornes de la résistance. Et du coup, vous voyez que à T égale à 0, ce qui se passe, c'est que l'intensité aux bornes de cette résistance vaut 24 sur 1, U sur R, égale 24 ampères. 24 ampères, pardon. Et on vous dit qu'en fait, ici, ce qui se passe, le but du fusible, c'est que si l'intensité... Oui, et du coup, cette intensité-là, de 24 ampères, hein, elle est aussi présente dans toutes les branches du circuit. Donc, le fusible, au début, lui, ce qu'il contrôle, c'est que si l'intensité elle est plus grande que 12 ampères, pendant une seconde, non, pendant... Dans le fusible... Ah non, pendant 2 millisecondes. Lui, ce qu'il regarde, si c'est plus grand que 12 ampères pendant 2 millisecondes. Donc au début, clairement, on est au-dessus de 12 ampères, on est à 24 ampères, mais la question, c'est combien de temps ça va durer, cette histoire? Pendant combien de temps je vais avoir une intensité plus grande que 12 ampères? Donc pour ça, ce qu'on regarde, c'est... alors l'idée, bien sûr, c'est que vous voyez, le condensateur, il va se charger. À la fin, il va prendre... Ça va être l'inverse. Au bout d'un temps infini, le condensateur, il sera chargé, donc il va prendre les 24 volts. Et j'aurai plus aucune tension aux bornes de la résistance. Et en fait, il n'y aura plus de courant qui va circuler dans le circuit. Donc c'est sûr que mon intensité, si vous voulez, mon intensité au début, elle vaut 24 ampères. Et puis ensuite, elle va diminuer et puis elle va valoir 0. Mais la question, c'est au bout de combien de temps j'arrive à 12 ampères? Si ce temps qu'on trouve est plus petit que 2 millisecondes, à ce moment-là, le fusible va se déclencher. Est plus grand que 2 millisecondes, à ce moment-là, le fusible va se déclencher. S'il est plus petit, à ce moment-là, il ne se déclenchera pas. Donc là, on vous guidait un petit peu pour trouver ça. Donc on commence par faire taux égale RC. Donc 1 10 moins 3 fois 1, ça fait bien... 1 ohm fois 1 10 moins 3.
Non, c'était pas 10,3, c'était 10 moins 3 secondes. C'était 1 milliseconde, le temps caractéristique. Immédiatement après avoir mis le condensateur à charger, le courant, c'est bien 24 ampères, ça c'est juste. Le courant, il diminue, on a dit qu'il commençait à 24 ampères et puis il arrive à 0. Et après 2 millisecondes, quel est le courant? Eh bien, j'utilise ma loi de décroissance exponentielle qui dit que I de t vaut I0 exponentielle moins t sur tau. Voilà. Donc I de t égale I0 exponentielle moins au bout de 2 millisecondes sur tau qui vaut 1 milliseconde. Voilà. Donc au bout de 2 millisecondes, l'intensité vaut I0 fois exponentielle moins 2. Exponentielle moins 2, on a dit à la calculatrice, hein, je pense que c'était à peu près 0,1. Donc I0 fois 0,1. C'est pas exactement 0,1, je fais une approximation, mais... Donc finalement, mon intensité, au bout de 2 millisecondes, elle va valoir à peu près 2,4 ampères. Donc on est déjà en dessous des 12 ampères. Donc c'est bon, finalement, le fusible, il n'y a pas de raison qu'il saute. OK ? La formule, là, dans le formulaire, on peut l'utiliser avec le V, avec le I et du coup avec le Q. Ouais, alors moi, je l'ai fait de manière intuitive parce que l'intensité, j'ai vu qu'elle allait faire ça. Alors, comment on le prouve, ça? Comment on le prouve? Ouais, alors comment on le prouve? Ouais, si. Alors, pourquoi? Parce que, alors effectivement, dans le formulaire, on te dit que ça marche avec Q. Non, on te dit que ça marche avec V. Ouais. On te dit que ça marche avec V dans le formulaire. Moi, je te dis ça marche avec Q parce que Q égale CU. Hein, du coup, ça marche avec Q. Alors maintenant, pourquoi ça marche avec I? Parce que I, c'est égal à dQ sur dt, c'est-à-dire la dérivée de Q par rapport au temps. Et alors ça, c'est des maths, hein, mais il se trouve que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la propriété de la fonction exponentielle, c'est aussi une fonction exponentielle. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça en maths, mais I égale dQ sur dt. Et si Q suit une décroissance exponentielle, I va suivre aussi une décroissance exponentielle. Ok, merci. Tu te souvenais plus de ça, non? Non, pas trop, mais c'est pas très grave. En soi, si je sais que ça marche avec, Ouais, voilà. parfait. Parce qu'on peut généraliser. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai aussi un petit souci avec ça. Après, j'ai vu les explications, j'ai compris. Mais voilà. Ouais. Donc, ça marche avec I, ça marche avec Q, ça marche avec... comment on pourrait voir ça autrement? Oui, ça fait du sens, quoi. On comprend. Ouais, bon, C'est- si ça vous convient. Voilà. Alors après, il y avait celui-là. Alors l'idée, c'est que, en gros, vous branchiez à votre prise de courant, que je représente ici avec plus moins, qu'on symbolise par une résistance. Hein. Bon, je la mets juste là, sachant qu'évidemment, en réalité, la résistance, elle s'applique au câble aller et au câble retour, mais je la mets juste là, c'est pareil. Et ensuite, alors là, vous avez la multiprise. Donc, je crois qu'ils ne sont pas tous utilisés au début, les slots de la multiprise. Vous en utilisez juste au début 2 plaques, une bouilloire, 2 fours et une lampe. Donc, en gros, vous en utilisez 6.
Et après, on verra qu'en gros, on va rajouter quelque chose ici. Donc voilà un peu pour le dessin, sachant que ça, c'était une toute petite résistance de 0,1 ohm. Et puis après, vous aviez que des trucs en parallèle, quoi. Donc, vous avez un truc de 20, deux trucs de 80, deux trucs de 60, et puis une lampe de 240. Donc, pour avoir la résistance totale, bah, vous aviez ces 0,1 en série avec toutes ces résistances parallèles, hein, que vous calculez avec votre, pareil, votre 1 sur REC égale 1 sur nanana, plus 1 sur nanana, plus 1 sur nanana, etc. Bon, les 0,1, franchement, ils servaient un peu à rien dans cet exercice. Vous n'étiez pas obligé de vous en servir, hein, parce que comme vous allez voir la résistance du tout par rapport au 0,1, normalement, ça va pas... Ça devrait être un peu négligeable, les 0,1. Bon. Donc ça vous permet d'avoir la résistance équivalente. Et ensuite, pour avoir le courant qui est débité, I, bah, vous faites vos 220 volts, votre tension, divisé par la résistance équivalente. Voilà. Et pour avoir la puissance, bah, vous faites... Pour avoir la puissance, moi je trouve que c'était plus simple dans cet exercice de faire U2 sur R. Pourquoi? Parce que U2 est fixe, hein, c'est 220 volts. Donc votre puissance dissipée, ce sera toujours 220 au carré sur la résistance équivalente. Donc là, ça marche. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'avec U2 sur REC, vu que c'est toujours valable, on va pouvoir utiliser ça aussi en fait, en bypassant la proposition D. On pourrait calculer I encore, mais... Oui, on pourrait, en fait, ça marcherait aussi. La puissance, on ne pourrait pas utiliser UI, car... Oui, si, on peut. Si, on peut. Tu peux on peut. Oui, bien sûr. UI, c'est la formule générale, c'est toujours valable. En fait, oui, effectivement, vu qu'on te demandait I, j'avais pas vu qu'on t'a... Oui, si on te demande I d'abord, vu que tu as U ici, tu peux directement faire UI. Oui, c'est tout à fait juste. Pas de problème. Ça va pas, en fait. Pourquoi ça va pas? Parce qu'après... Alors, peut-être les unités, alors. Ah, Je sais pas, ça va. Parce que si on ferait 220 volts fois le résultat d'avant, les 24,5. alors, la résistance équivalente, je ne l'ai pas calculée, mais dans le corrigé, ils disent qu'elle vaut combien? La résistance équivalente, elle vaut... Pardon, non, l'intensité. Non, c'est ça, 24,5. Ça, c'est dans le corrigé. Hein. Oui, aussi. OK. Ça, c'est l'intensité. Eh bien, si tu fais 24,5 fois 220, ça donne pas le résultat? Alors, si on fait 220 volts fois 24,5, ça donne genre 100 390. Ouais. Et puis, si tu fais la résistance équivalente fois le carré de l'intensité, ça fait 60 watts. Tu vois, il y a quelque chose qui... Ah, Qu'est-ce que je fais de faux? C'est... Tu vois? alors, ouais. Si tu fais R... C'est bizarre, hein. Normalement, t'es sûr que ça donne pas les mêmes trucs? Alors, tu es d'accord que 220 volts fois 24,5, Ouais. ça donne quelque chose de gros. Et puis, si on fait puissance égale à R fois I carré. Ouais, OK. Donc, ta résistance, elle vaut combien? La résistance équivalente, elle vaut 8,89.
Ça, au début, hein, pas dans la question E, dans la question C. Ah ouais, mince, ouais. 0,1. 0,1. Et puis, ouais, ok. C'est peut-être- J'ai Vous avez pris le RX divisé. Ouais, de après. pardon. Oui, voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, après, tu diminues la résistance. Ouais. Voilà. Donc, tu as pris le mauvais RX, je pense. Oui, c'était ça, Ah, pardon. ok. Parfait. Bon, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous branchez à nouveau tout le même système ici, là, en fait, tout ce que vous faites, c'est remettre cette REC 1 en parallèle avec REC 2. Enfin, en gros, REC 1 en parallèle avec REC 1. Donc, en fait, votre première REC que vous aviez ici, vous la divisez par 2. Donc, en gros, la REC 2, c'est REC 1 divisé par 2. Donc, si vous divisez votre résistance par 2 en ajoutant tout pareil en parallèle, eh bien, votre puissance dissipée, vu que c'est U2 sur R et que U2 est fixe, si vous divisez la résistance équivalente par 2, vous doublez la puissance. J'ai négligé encore une fois la résistance du fil. Mais grossièrement, grosso modo, vous doublez la puissance. Mais pourquoi tu as mis la D entre parenthèses? Alors, non, en fait, j'ai mis la D entre parenthèses parce que, en gros, si vous voulez utiliser pour la puissance P égale U fois I, vous servez de la D parce que du coup, vous faites 220 fois le I que vous avez eu dans la question D. Si vous calculez pour la puissance, utilisez la formule P égale U2 sur R, vous faites 220 au carré sur la résistance équivalente. Et la résistance équivalente, je viens de vous montrer qu'en fait, on pouvait facilement l'avoir en disant que une fois qu'on remettait tout ça en parallèle, ben, on l'avait juste divisé par 2, la résistance. Vous voyez? Ok, mais du coup, il change le nouveau courant. Ouais, il change. Okay. Il sera multiplié par 2 d'ailleurs, vu que tu as divisé la résistance par 2. En fait, je l'ai juste mis entre parenthèses parce que en tant que moyen de trouver la puissance, c'est accessoire. Okay. Sauf si vous voulez utiliser UI, là vous êtes obligé de calculer bien sûr. Et si par exemple on avait deux, deux hot dogs qui étaient sur la même prise, parce que moi j'avais compris que c'était comme ça de base. Donc par exemple, au lieu d'avoir 80-80 qui sont en parallèle, ils sont en série ensemble. Ouais. Bah après, pour trouver la résistance, il fallait les additionner. Bah ouais, pour le coup, ça change le résultat, ouais, mais tu aurais eu. Ouais, du coup, il fallait additionner. Enfin, moi, j'avais additionné du coup à chaque fois Ouais, 80-80 et 60-60. Ouais, d'accord. Du coup, ça donne un résultat qui est légèrement différent. Ok. Mais c'est juste, hein, parce que c'est vrai que parfois, il y a des systèmes qui sont comme ça. Il y a des systèmes qui sont en série. Donc, je suis d'accord que c'était pas forcément explicitement dit ici. Okay. Victor, je m'excuse. Pour la C, j'ai quand même un souci. Ouais. Pour la puissance, on va utiliser le R équivalent fois l'intensité au carré. Ou sinon, on pourrait utiliser, ou sinon, on pourrait utiliser le VOUI. Ouais, ou UI. Ouais. Et les trois formules sont là. Ouais. Mais du coup, j'obtiens pas le même résultat, c'est ça. J'obtiens pas les 60 watts. Alors, ça vient d'où ce problème? C'est que, attends, 60 watts, pourquoi 60 watts? Parce que c'est ce qui est noté dans le résultat. Ils ont noté... Alors, ça m'étonnerait que ce soit 60 watts, vu tout ce que tu vois. C'est 59,9 watts. Et puis moi, si je multiplie le UI, j'obtiens genre 5390, quelque chose comme ça. Alors, attends, je vois pas. Je vais regarder dans le corrigé parce que le 60 watts m'étonne beaucoup parce que c'est une ampoule, 60 watts. Alors, si tu mets une bouilloire, un truc. Alors, attends, je vais voir ce qui est marqué.
Alors, regarde, merci. 60. La puissance. Mais dans la rallonge. Oui, non, autant pour moi. Alors, la question. Dans la rallonge. Ouais, en fait, ouais, c'est juste, on parle juste de ce petit fil là. Ouais, on parle pas de la puissance totale, effectivement. Mais à coup pas, c'est moi aussi, je n'avais pas calculé ça. Ok, alors c'est ça, hein. C'est pas la REC, c'est seulement la Ouais, résistance de la rallonge. voilà, donc en fait, Pardon, mais ah oui, mais donc du coup, Laura, je m'excuse, mais en fait, tu as raison. Il n'y a aucune raison de mettre la D entre parenthèses, parce que ici, ce qu'on te demande à chaque fois, c'est la puissance dissipée par le câble, et pas la puissance totale délivrée. Donc, en fait, ce dont on parle ici, c'est en fait, à chaque fois, ils veulent que tu calcules l'intensité, hein, via REC, bien sûr, mais en gros, ils veulent que tu calcules l'intensité. Et puis après, ils veulent que pour la puissance, tu utilises R1, c'est-à-dire la résistance du câble qui vaut 0,1. Pardon. Ouais, c'est ça. P égale 0,1, la résistance du câble, fois l'intensité au carré que tu as trouvé. Et du coup, c'est juste la puissance qui est dissipée par cette résistance-là. Mais sachant bien sûr que tu as une puissance dissipée par tous les appareils. Et du coup, le problème, c'est que si c'est juste le câble qui dissipe 60 watts, ça veut dire que juste votre câble, il va dissiper autant de puissance qu'une ampoule électrique. Donc autrement dit, votre câble, il va chauffer. Et si votre câble, après, dans la question d'après, ça doit être encore plus, RI2, ah bah là, pour le coup, l'intensité, elle est doublée, donc la puissance, elle est quadruplée. La puissance dissipée par le câble, elle va être quadruplée. Bah là, pour le coup, ça va plus être 60 watts, ça va être 240 watts. Donc votre câble, il va dissiper une puissance, 240 watts, si vous regardez, c'est à peu près pour donner une idée, c'est un téléviseur plasma, 240 watts, ou c'est un aspirateur. C'est quand même un appareil électrique qui chauffe, quoi. Donc là, clairement, la rallonge, elle risque de fondre. OK? Bon, voilà, donc du coup, effectivement, la moralité de cet exercice, c'est attention de bien lire les énoncés. Même moi, je ne l'avais pas bien lu. On parle de puissance dissipée par le câble ici, et pas de puissance dissipée enfin, puissance distribuée totale, quoi. Donc, bien prendre le 0,1 ohm et pas la REC. Bon, alors, après cet exo-là, moi, je me souviens, quand j'étais en première, la démonstration qui avait été donnée dans le cours, elle est intéressante, mais elle est très compliquée, hein. Si vous voulez vraiment comprendre, vous pouvez compter 2 ou 3 heures de travail personnel. Donc, est-ce que vous avez ce temps-là devant vous? Ça m'étonnerait. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste, en gros, vous avez cette formule dans le formulaire. Et si ça tombe à l'examen, ce sera juste un petit calcul du lambda. Donc voilà, ici c'était un calcul de lambda. Et puis l'idée, c'est qu'on vous demandait à chaque fois comment je peux augmenter le lambda pour que ça s'atténue moins vite, enfin moins sur une distance plus longue. Et l'idée, c'est que vous pouvez jouer soit sur ce EuroM ou soit sur ce R. Donc soit vous multipliez EuroM par 200, ou soit vous multipliez R par 200. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre d'augmenter votre lambda par racine de 200. Donc ça va permettre de bien l'augmenter. Vous pouvez jouer soit sur le rayon, donc avec une fibre de plus gros diamètre, soit sur la résistivité. La résistivité, j'entends la résistivité due à la gaine de myéline, donc c'est la résistance de fuite en fait, hein, RF. Donc ça correspond, ça fait le lien avec ce que vous avez vu en SMB. Pour augmenter la vitesse du signal, soit vous avez des fibres, des axones de gros diamètre, soit vous avez des fibres myélinisées.
Après, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier sur celui-là. Tu pourrais juste redire les E, P, M, enfin R et tout ça de la formule, ça correspond juste à quoi? Alors, en gros, la EuroM, donc le donne, en gros, ça correspond à la résistance de fuite, c'est-à-dire la résistance qui est due à la gaine de myéline, alors que ρA, euh, c'est la résistivité au sens classique. Si tu veux, quand tu as un câble, la résistivité, elle te permet de trouver la résistance. Tu te rappelles avec R égale ρ, L sur S, voilà, c'est la résistivité de, du cytoplasme, en gros, quoi. D'accord. Ouais. Mais du coup, il nous donnerait par exemple euro M égale ta ta Bah, ta et... ouais, c'est ça. Là, il te donne EuroM égale ça, ρA égale ça, et puis tu as juste à faire le petit calcul avec la résistance et puis l'épaisseur. Non, pardon. Et puis, non, juste la résistance, puisqu'on te donne directement EuroM. Ok, ok, parfait. Merci. Donc, ce ne sera pas très compliqué, ce sera juste une application de formule en général. Voilà. D'autres questions? Quand le prof a fait ça en cours, Ouais. pour la résistance de l'axoplasme par rapport à la résistance de la membrane de myéline, Mm. le delta L passe en bas au dénominateur. Mm. Parce qu'en fait, c'est un parallèle, la myéline. J'ai eu un petit souci pour travailler ce cours-là parce que plus la surface de la fibre augmente, Ouais. moins la résistance de fuite de la membrane de la gaine est grande. Alors, plus petite est la résistance, plus la surface de la fibre. Alors, plus la... Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas trop travaillé, celui-là, mais en gros, Non. tu dis si... Mais en fait, si la résistance de l'axoplasme, plus l'axoplasme il est long, Long, ouais. plus est grande la résistance. Ouais. Et puis, par rapport à la myoline, plus la fibre est longue, Ouais. il dit plus la surface de la fibre est grande et moins il y a de résistance de fuite. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et ouais, parce que regarde, À cause des couches de myéline, c'est ça, c'est le rayon. oui, mais en gros, si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est que ta résistance RA, c'est par rapport à un courant qui va comme ça, alors que ta résistance RF, c'est par rapport à un courant qui est comme ça. Donc, si tu prends une grande longueur, en gros, ta résistance, elle s'oppose à un courant qui traverse toute cette surface-là, si tu veux. Donc, la surface est grande. Plus la longueur. En gros, faut pas, si tu veux, regarde, je vais faire d'une couleur différente les surfaces qui s'appliquent aux deux résistances. Alors, attends, pour ça, il faut que j'arrive à retrouver mes couleurs. En gros, pour... Ah bah du coup, j'ai pas fait les bonnes couleurs. Ouais, bon, attends, je vais changer. Tac. C'est marrant ça. On repart sur la question que tu avais posée la semaine dernière sur les différentes formules du cylindre. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, en rouge, RA. RA, c'est un courant qui va aller comme ça et qui va être enfin, qui dépend juste de la section, de la cross-section de l'axone, tu vois, en rouge. Oui, oui. Donc, RA égale ρA L sur S, enfin, pour expliciter ça, fois pi R2. Hein. Ouais, Okay. c'est ça. Alors que RF égale en gros, ça va être ρM
fois la longueur sur laquelle ça se fait, donc c'est-à-dire l'épaisseur, hein, puisque c'est un courant qui s'échappe comme ça. La longueur du déplacement, c'est cette épaisseur-là. Sur S, la surface toute la surface sur laquelle va se dissiper le courant, hein, puisque c'est un courant qui sort, ça va être 2πr fois L. OK? Ok, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, vu qu'on considère des surfaces qui sont différentes, voilà pourquoi ça change. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Ok. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis des bonnes vacances avec des bonnes révisions qui vont se passer, je pense, parce que vous avez pas mal de systèmes à réviser en SMB. Donc, bon courage pour ça. Merci. Allez, bonnes vacances alors, bonne semaine.